Écho de la transition, un podcast pour explorer la transition écologique de manière positive. Bonjour et bienvenue dans les Échos de la transition. Je suis Céline Zuffray et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de transition de façon très locale. La transition écologique, ce n'est pas qu'une affaire d'État ou de grandes entreprises. Elle se joue aussi au quotidien, dans nos communes, là où l'on vit, où l'on se déplace, où l'on décide de construire autrement. Les collectivités locales ont un rôle clé à jouer pour imaginer et mettre en œuvre des solutions durables, adaptées à leur territoire, que ce soit en termes d'urbanisme, de mobilité ou d'énergie. À Écublanc, dans l'Ouest lausannois, cette démarche est portée par Stanislas Gouillet, délégué à la durabilité et au plan climat de la commune. Bonjour Stan. Bonjour Céline. Bienvenue. Stan, on reviendra sur ton parcours un peu plus tard, comme on le fait habituellement dans les Échos de la transition. Mais d'abord, parlons du rôle des communes dans la transition écologique et de ce que ça implique au quotidien. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ton rôle de délégué à la durabilité et au plan climat à Écublanc ? Bien sûr, alors ce rôle-là, il est à la fois simple et compliqué à comprendre. En gros, il s'agit de faire de la gouvernance stratégique pour la mise en œuvre du plan climat de la commune. C'est assez simple à comprendre, mais c'est compliqué dans les faits parce que c'est un rôle assez transversal. Donc ça implique d'aller voir les différents services et collègues dans ces services-là pour suivre le plan climat, la mise en œuvre de leurs actions qui leur incombent, et puis mesurer en fait la mise en œuvre et l'efficacité des actions qu'on a mises en œuvre. En plus de ça, mon rôle, c'est aussi de mettre en place des politiques de durabilité plus larges, donc pas simplement liées au plan climat et donc au changement climatique ou l'adaptation au changement climatique, mais sur l'ensemble de ce qu'on peut appeler du spectre de la durabilité. Et j'ai encore un dernier rôle qui est de faire le lien ou de créer des liens à l'extérieur d'Écublanc, donc avec le canton, avec d'autres communes avec qui nous travaillons beaucoup, et puis aussi avec les hautes écoles ou des associations. Pourquoi, selon toi, c'est important que l'action climatique et écologique elle prenne aussi place à l'échelle locale ? En fait, il y a un principe assez simple, mais nécessaire de comprendre en politique suisse, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pays comme on a en France où c'est extrêmement centralisé, en Suisse, on a le Conseil fédéral qui va édicter des grandes lois générales. Ensuite, les délègue ça aux cantons qui vont édicter des lois un peu plus spécifiques avec des objectifs, par exemple, dans le cadre du plan climat. Et c'est écrit dans ces lois, dans la Constitution, que c'est aux communes de mettre en œuvre. Donc les communes ont un rôle assez important d'intégration, de compréhension et de mise en œuvre des politiques demandées par le canton et la Confédération. Donc en fait, la Confédération et les cantons s'appuient énormément sur les communes, mais aussi sur les entreprises, pour réaliser les objectifs qui sont fixés, notamment dans le cadre international. Mais du coup, est-ce que c'est un rôle qui est surtout exécutif au niveau des communes, ou bien on a aussi une marge de manœuvre pour choisir nos propres politiques ? Il y a absolument une marge de manœuvre de la part des communes. Si je prends l'exemple du plan climat, c'est écrit dans la Constitution vaudoise que les communes doivent avoir un plan d'action pour réaliser avec des objectifs intermédiaires. Mais la marge de manœuvre est laissée aux communes pour apprécier comment est-ce qu'elles ont envie de mettre en œuvre ces objectifs-là. Donc, si elles veulent mettre l'action beaucoup plus sur, je sais pas, par exemple, l'aspect énergétique ou beaucoup plus sur la transition locale des entreprises. Et comment tu évalues, du coup, la place des communes dans la transition écologique, transition énergétique ? C'est quoi la place des communes en Suisse ? La place des communes, alors là aussi je vais me référer à la loi et à la Constitution, c'est vraiment d'inciter, d'accompagner le tissu local, que ce soit les entreprises, les associations, mais aussi plus largement la population. Donc les communes ont une place importante à jouer sur ce niveau local, mais comment on passe des enjeux planétaires, des enjeux globaux, aux enjeux plus communaux et plus locaux ? Comment on fait ce lien ? C'est intéressant, il y a un système de ressort entre le global au local et retour du local au global. Mais évidemment, il s'agit de prendre conscience des enjeux globaux, de changement climatique, de dégâts environnementaux.
et puis de faire comprendre ça auprès de notre population. Ensuite, il y a évidemment évaluer les ressources que nous avons à disposition sur le territoire, qu'elles soient par exemple énergétiques, en eau, etc., mais aussi les vulnérabilités du territoire. Est-ce qu'on a une rivière qui risque de déborder assez facilement, comme c'était l'année dernière le cas à Morges, sauf erreur, mais aussi les types de populations que nous avons sur notre territoire. Ensuite, il faut établir les objectifs qu'on veut fixer à moyen et à long terme, par exemple de baisse d'émissions carbone, mais aussi d'adaptation du territoire. Et ensuite, on définit un plan d'action concret, réaliste et qui soit économiquement tenable aussi. Et ensuite, il faut mettre en œuvre ce plan-là. Donc, soit ce sera avec la population, avec le tissu local d'entreprises, d'ONG, d'associations, et aussi d'exemplarité de la commune. Ensuite, on collabore, on incite, on communique beaucoup avec la société, et on évalue évidemment pour savoir dans quelle mesure on atteint nos objectifs, ou il faut plutôt chercher à les renforcer. D'accord. Stan, quels sont les outils et compétences dont disposent les communes pour agir ? Je pense à l'urbanisme, la mobilité, sur l'énergie, la rénovation des bâtiments, ou peut-être même la sensibilisation de la population. Vous utilisez quoi ? On utilise un peu tous les instruments qui sont à disposition des autorités publiques et communales. Ça joue beaucoup sur le cadre légal. Donc effectivement, beaucoup l'urbanisme s'appuie dessus. Par exemple, à Écublanc et plus largement dans le district de l'Ouest lausannois, nous avons établi un plan directeur intercommunal qui détermine à la fois des questions urbanistiques, les grands enjeux sur les 15-20 prochaines années, mais aussi un volet plus technique sur l'énergie, la réduction de la consommation énergétique, sur l'amélioration de l'efficience énergétique, etc. Et ces objectifs-là sont fixés pour entrer dans le cadre fédéral des années 2030, 35, 40. Ensuite, on a d'autres outils qui vont être plus sur de l'incitation, de la communication. La communication, donc on a à disposition une cellule communication à la commune qui nous accompagne sur une stratégie à adopter et à mettre en place sur les différents canaux dont dispose la commune. Donc les réseaux sociaux, le site internet, le journal communal, ainsi de suite. Il y a aussi dans la rue. L'outil de l'incitation aussi est effectivement très important et intéressant à utiliser. On a mis en place, avec mon collègue de la transition énergétique, Quentin Schneider, 2 actions sur la transition énergétique. Une plus pour la rénovation des bâtiments, qu'on a appelée Ouest Rénov'. Ça, on a fait dans le cadre de l'Ouest lausannois, avec les autres communes qui nous accompagnent, qui vise à proposer aux propriétaires des conseils et un suivi dans le temps pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments pour éviter qu'ils se perdent en fait dans la jungle et des différentes possibilités, cadres légaux, obligations légales, etc. Et puis l'autre outil d'incitation qu'on a mis en place dernièrement à la fin de l'année, c'est ce qu'on a appelé le Group It pour le photovoltaïque. Donc il y a un appel d'offres d'achat groupé pour la pose de panneaux photovoltaïques, également réalisé dans le cadre de l'Ouest lausannois, donc avec les 8 communes, et c'était à peu près le même concept. On invite les propriétaires à se renseigner et à profiter d'achats groupés pour bénéficier de réductions sur l'achat et la pose de leurs panneaux solaires. Oui, donc ça c'est vraiment très concret du coup, un accompagnement des citoyens là-dedans. Les villes, elles peuvent obtenir des labels de durabilité. Quel rôle jouent ces labels, comme par exemple Cité de l'énergie ? Ces labels-là, alors à Écublanc, on a 3 labels. On a Cité de l'énergie, nous avons aussi Ville verte avec la note argent, et puis le label Ville en santé, 3 étoiles. Ces 3 labels-là, si on regarde en fait ce qu'ils impliquent concrètement, ça touche à beaucoup de spectres de la durabilité, à la fois le volet social, mais aussi de l'économie, de l'environnement, du climat et de l'énergie. En fait, ça pose le cadre dans lequel la commune veut montrer son exemplarité. Et si on prend, par exemple, le label Cité de l'énergie, ça demande à la commune de réaliser certaines actions concrètes pour la réduction de la consommation énergétique, sur l'efficacité, sur la rénovation de leurs bâtiments, mais aussi sur la réalisation d'un plan d'action et aussi sur la pose d'objectifs purement énergétiques. Donc c'est un peu le précurseur du plan climat, puisque ça existe depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années.
Plusieurs communes se sont inscrites là-dedans. Par contre, ça touche principalement au volet énergétique, ce que ne fait pas le plan climat. Donc c'est un peu complémentaire à ce deuxième instrument. On va parler un peu des dynamiques locales. Quelle importance accorder à la participation des habitants dans les projets de transition ? Alors, c'est une bonne question. La population et les associations qui vont avec, et les sociétés locales également, ont un rôle assez important dans la transition. Encore une fois, je vais plutôt prendre la casquette durabilité que celle de plan climat, parce que la durabilité, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne la population dans cette transition pour une qualité de vie qui soit bonne sur notre territoire, sans dépasser le cadre des limites planétaires, donc en gros, en réduisant nos impacts environnementaux. Tu parlais des associations locales, c'est important. Comment impliquer aussi les PME, les entreprises, les artisans dans cette dynamique ? Alors, tout ce tissu, qu'on pourrait appeler le tissu économique d'une commune, a aussi son rôle très important, qui est d'ailleurs reconnu à la fois dans la Constitution vaudoise et dans la loi suisse sur le climat, qui a été acceptée par le peuple en 2023, qui explique bien que les entreprises, les industries, etc., ont un rôle important dans l'atteinte des objectifs de la Confédération. Donc il faut réussir à les mobiliser, ce qui n'est pas forcément l'axe le plus facile parce qu'elles ont beaucoup de travail à effectuer, beaucoup de cadres à respecter. Donc je comprends que les demandes de la commune ne soient pas forcément les plus prioritaires. Néanmoins, elles participent au cadre général dans lequel nous vivons. Et les communes cherchent donc à les inciter là-dedans. Ça peut passer par des conférences ou des réunions de discussion sur comment mettre en place. Donc ça peut présenter notre plan climat, les actions, les objectifs que nous avons fixés, au demeurant aussi avec les sociétés locales, en 2022 dans le cadre de démarches participatives, et voir dans quelle mesure elles peuvent nous accompagner, nous, villes, à faire transitionner notre commune dans l'atteinte de nos objectifs. Mais ce n'est pas le levier le plus facile à atteindre. Quel est le rôle des politiques ? Le rôle de politique est évidemment primordial là-dedans. Alors, moi, en tant qu'employé communal, je pose mes projets auprès de la municipalité et du conseil communal, le cas échéant, qui décident de l'orientation qu'ils veulent donner aux politiques publiques et à la commune pour l'atteinte des objectifs, qu'ils soient sociaux, environnementaux, etc. Donc, le rôle des communes est absolument primordial. Et elles doivent gérer, faire une pesée des intérêts entre les besoins d'une certaine partie de la population, les demandes des services par rapport à leur cadre de métier et aux capacités financières et budgétaires des communes. C'est un exercice compliqué, j'imagine. Oui. Est-ce que la transition, elle peut devenir un levier de développement économique et social local ? Je pense par exemple à des emplois verts ou à l'attractivité, la qualité de vie, des choses comme ça. La transition écologique et la durabilité est effectivement souvent perçue comme limitant pour la prospérité économique. Toutefois, ce n'est pas totalement vrai. Il peut y avoir des corps de métier qui vont devoir se restreindre un peu et d'autres corps qui vont devoir se développer. Et c'était le cas en fait dans le courant de l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des transitions importantes. Si on prend l'arrivée de l'automobile, effectivement, pour les palefreniers, c'était compliqué, cette transition-là. Donc, le sujet, c'est pas est-ce qu'il y a des changements, mais comment est-ce qu'on accompagne le changement. Donc là, c'est à nouveau le rôle des autorités publiques, cantonales, fédérales, mais aussi communales, d'accompagner les entreprises et la population là-dedans. Et les entreprises ont aussi un rôle fondamental dans ce qu'ils veulent chercher à développer. Si on prend le cadre de la transition énergétique, elles peuvent continuer à former des personnes sur l'installation de chauffage à mazout, mais on sait bien que ça va arriver gentiment à terme et qu'on ne pourra plus en poser. Donc, vaut mieux plutôt favoriser une transition professionnelle vers des métiers plus axés sur les énergies renouvelables, comme la pose de panneaux solaires, par exemple, ou l'installation de pompes à chaleur. Et dans le cadre des entreprises, tu as l'air de dire que c'est plutôt limitant. Est-ce qu'il peut y avoir quand même un appel d'air en se disant bah oui, j'ai envie d'aller dans une commune pour qui la transition c'est important parce que c'est important pour moi. Est-ce que ça arrive aussi ? Oui, ça arrive aussi et je vais prendre l'exemple de la commune de Gland qui a posé en cadre durant ces 5 dernières années sur
4 volets économiques. Parmi ces volets-là, on a évidemment sur l'accompagnement et l'incitation dans la création de nouvelles entreprises et de nouveaux postes sur le tissu local, à destination, si possible, soit de la population, soit qui s'inscrit dans le cadre de la région. Et parmi les 4 piliers de cette économie durable fixée par la ville de Gland, il y a le 4e qui est un volet plus expérimental et phare qui s'appelle le revenu de transition écologique. Ce revenu de transition écologique est conditionné au fait de vouloir créer un poste, une activité économique qui soit favorable à la transition écologique locale et qui permet donc d'obtenir un soutien qui soit financier, mais aussi un soutien d'accompagnement, soit de la commune, mais aussi du tissu économique local dans la création de ce cadre-là et de cette nouvelle entreprise. Ça paraît innovant. Dans toutes ces démarches, c'est quoi les principaux obstacles que vous rencontrez ? Je pense notamment peut-être du financement, l'acceptation par la population, peut-être d'autres contraintes. En fait, tu poses les 2 principaux problèmes. Souvent, effectivement, l'économie, c'est le nerf de la guerre, un peu pour tout. Et puis, l'acceptation sociale des changements, qu'on pourra aussi appeler de réactance. Donc, quand on cherche à forcer un changement et que cela apporte presque un réflexe d'opposition à la nouveauté. Mmh. Donc effectivement, c'est des contraintes auxquelles nous devons faire face et nous adapter pour pouvoir poursuivre en fait, notre travail de collectivité publique. Justement, c'était ma question suivante. Comment surmonter les résistances au changement quand il faut modifier des choses qui impactent directement la population ? Comment on fait pour faire passer les changements ? Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le bilan qui a été fait du bilan intermédiaire qui a été fait du plan climat. Bon, on voit bien qu'il y a une possibilité qu'un groupe aille trop vite par rapport à l'ensemble de la population et qui crée un tel décalage qu'après on n'arrive plus à se parler les uns les autres. Donc il faut chercher à éviter ce gap, ce trou-là, et ça passe par comprendre où en sont chaque personne, essayer de réduire ces trous et de créer de nouveaux liens. Donc c'est assez compliqué, ça passe beaucoup par de la communication, ça passe aussi par des rencontres et des échanges avec l'ensemble de la population et des entreprises aussi. Oui, il y a du challenge. C'est intéressant cette histoire de gap. Moi, ça me fait penser, je sais que c'est faux, mais j'ai appris comme ça, la théorie de la chenille. On a plusieurs cercles espacés les uns des autres avec à peu près 5 premiers pourcents de la population qui va adopter tout de suite un nouveau comportement parce que c'est innovant, ils adorent être à l'avant-garde. Ensuite, on a les 15% suivants qui aiment bien être un peu au courant et puis suivre ce que les tout premiers font. Ensuite, on a un gros paquet de 30-40% de la population qui va attendre que ces 15-20 premiers pourcents aient changé pour voir, apprendre de leurs erreurs avant de mettre en place vraiment ce changement de comportement. Et en gros, après, au fur et à mesure, il reste que quelques pourcents de personnes qui, sauf contrainte de la part de l'État, ne changeront pas leur comportement. Donc tout l'objectif, c'est de réussir à ne pas parler au mauvais cercle, mais toujours d'un cercle à un autre, à chaque fois en adaptant notre manière de communiquer et en adaptant le projet aussi. Très intéressant, cette idée de la chenille. Maintenant, on va parler du plan climat plus spécifiquement. Peut-être la première question, déjà, c'est quoi un plan climat communal et à quoi ça sert concrètement ? Le plan climat communal, c'est une très bonne question. Pour faire simple, ça reprend ce qui est posé dans la loi. Donc, d'une part, ça pose des constats, des changements climatiques, des impacts qu'il y a sur notre territoire, la vulnérabilité que nous avons mesurée. Et ensuite, ça pose des objectifs à moyen et à long terme. Et enfin, un plan d'action pour tenter d'atteindre ces objectifs-là. Et comment on crée un tel document ? C'est quoi les étapes ? Combien de temps ça prend ? Alors, de manière générale, ça prend entre 1 à 2 années pour créer un tel document. Ça dépend de l'ambition de l'entité, une entreprise ou une commune ou un canton. Je pense que 2 ans, c'est une bonne temporalité pour réunir en fait toutes ces différentes étapes que j'ai citées juste avant. Et puis, comment faire pour créer cela ? Généralement, on
regarde ce que font les communes d'à côté. On prend exemple, on regarde les actions qui ont été posées, celles qui nous concernent, celles pour lesquelles il n'y a aucun intérêt sur notre territoire spécifique. Et puis on en discute beaucoup au sein de l'administration, en l'espèce pour le cas d'Écublanc, avec la municipalité également, mais aussi avec la population ou les sociétés locales. À Écublanc, on a fait des démarches participatives, à la fois à l'interne, mais aussi à l'externe. Donc on a eu un mandataire externe qui nous a accompagnés dans l'élaboration de ce plan climat, qui a résumé le cadre légal, qui a résumé les objectifs de la Confédération et du canton, et qui a dit, partant de ça, qu'est-ce qu'on peut faire à la commune avec nos marges de manœuvre disponibles. Donc ça répond aux questions que tu posais précédemment. On a d'abord réalisé une formation interne pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, de compréhension des enjeux climatiques et de ce à quoi nous devons arriver. Et puis ensuite, on a travaillé sur le type de mesures que nous pouvions mettre en œuvre dans un temps restreint de 4-5 ans, 5 ans on va dire. Et une fois qu'on avait un plan d'action d'à peu près 110 actions disponibles, on a voulu mettre ça à l'épreuve face à la population avec une démarche participative en ligne, mais aussi aux rencontres de la population dans certains lieux fréquentés. Et la population pouvait, d'une part, mesurer si l'action était une bonne idée ou pas, donc mettre une note de 1 à 5, de mettre des commentaires dessous, un peu comme sur un réseau social, et de se répondre les uns les autres. Et puis aussi de pouvoir proposer de nouvelles actions auxquelles l'administration n'avait pas pensé initialement. Et ensuite, le travail était de confronter le regard de la population avec les idées de l'administration, de retenir les actions qui étaient les plus pertinentes, et puis de sélectionner aussi les actions issues de la population que nous pouvions effectivement mettre en place. Et ensuite, on a fait valider le document par la municipalité et on a fait l'exercice de le faire valider également par le conseil communal. Et comment vous avez décidé des objectifs du plan climat ? Les objectifs du plan climat, en fait, reprennent soit le cadre légal de la constitution vaudoise ou ce que nous pensions qui allait rester de la loi sur le climat qui arrivait 1 an après, ou d'autres documents stratégiques de la commune, comme par exemple le plan directeur intercommunal que j'ai mentionné préalablement. Quels sont les principaux axes du plan climat d'Écublanc ? Les principaux axes du plan climat d'Écublanc tournent autour de 6 thématiques différentes qu'on appelait des ambitions, qui sont principalement liées effectivement au changement climatique, à l'adaptation du territoire, mais aussi un peu d'ouverture sur des questions autres de l'environnement ou de la durabilité. Donc le premier, c'est de savoir et d'agir ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis ce principe directeur en premier pour communiquer, pour aller auprès de la population, pour expliquer ce que nous faisons, pour ne pas élargir ce gap de la commune va trop loin, trop vite et la population ne suit pas. Ensuite, on a préparé le territoire au climat de demain, donc qui est beaucoup plus axé sur des questions de biodiversité et d'adaptation du territoire au changement climatique. J'en profite aussi pour dire que le climat, en fait, c'est un peu comme définition l'ensemble des conditions atmosphériques qui permettent l'épanouissement de la vie telle qu'on la connaît. Donc nous, en tant qu'êtres humains, de société, mais aussi de l'ensemble de la biodiversité. Donc en fait, de parler de changement climatique sans parler de biodiversité est assez compliqué dans les faits. Tout est lié. Tout est lié, absolument. On a un troisième axe, beaucoup plus axé sur la mobilité, qui est donc développer un système de mobilité durable et attractif et peu carboné. On a la planification et l'aménagement d'un territoire sobre en carbone qui tourne beaucoup sur des questions énergétiques, de transition énergétique. On a la mise en place d'une transition écologique au cœur de nos modes de vie. Et donc c'est là où on élargit un peu notre plan climat aux autres aspects de durabilité, où dans cette ambition-là, on veut accompagner les entreprises et les associations locales dans la transition avec nous. Et enfin, on a le 6e axe qui est d'être un territoire en lien avec ses ressources. Donc le fait de prendre en considération ce qui est disponible localement. Si je peux prendre un exemple, il y a la question des chauffages à distance. Actuellement, on a un qui se développe avec EQCAD qui est basé sur l'énergie du bois. Mais on remarque que nous avons à disposition assez proche de nous le lac. Et c'est pour ça qu'on travaille pour l'élaboration d'un autre chauffage à distance sur cette énergie-là, dans l'objectif de laisser les ressources bois
disponible pour les communes qui sont des communes forestières, plutôt qu'elles exportent ce bois pour nous et qu'elles ne puissent pas l'utiliser. Ça me pose une question, comment on évalue la vulnérabilité du territoire et puis de là, comment on développe une capacité d'adaptation? Comment on fait ce chemin? Actuellement, on ne mesure pas vraiment la vulnérabilité du territoire. C'est un énorme enjeu, c'est un point aveugle en fait de nos politiques. On a des aspects qui sont mesurés quand même. On sait où se trouvent les habitations ou les bâtiments en zone de danger. On sait aussi dans quelle mesure il y a un risque d'inondation, par exemple de la part de nos rivières, de la Sorge ou de la Venoge, ou si nos forêts peuvent assez facilement mourir, comme on voit l'exemple dans le Jura. Donc on a quelques données, mais on n'a pas le lien entre ces questions plus naturelles, si j'ose dire, et puis la population, donc le niveau social. Et ça, c'est un travail que j'ai tenté de créer dans le cadre du rapport d'évaluation intermédiaire du plan climat, avec toutes les limites que ça impose, parce que c'est un premier travail et qui a des données que j'ai découvertes, en fait, ne sont maintenant plus disponibles, alors que je les ai prises il y a moins d'1 an en arrière. Donc voilà, il va falloir faire un travail de recherche avec l'Université de Lausanne, très certainement, possiblement aussi avec le canton, pour essayer de voir si cet indicateur que j'ai développé est pertinent ou s'il faut chercher à développer autre chose. Donc il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin, aller chercher les informations, les mettre ensemble et essayer de comprendre cette vulnérabilité en fait. Oui, absolument. En fait, l'un de mes objectifs en créant cet indicateur de vulnérabilité, c'était de montrer qu'on n'avait pas d'informations sur la vulnérabilité du territoire, que sur des aspects naturels mais pas sociaux. Justement, je voulais aborder un aspect un peu plus social. Comment on intègre la question de la justice climatique au niveau local pour les publics plus vulnérables socio-économiquement? C'est une excellente question et il n'y a pas de réponse toute faite en fait à cela. Ça dépend beaucoup de chaque contexte locaux et régionaux. Une transition qui soit juste équitable dans une ville du Québec ne sera pas du tout la même qu'au fin fond du Valais. Donc il faut s'ancrer territorialement avec notre population pour savoir comment est-ce qu'on met en place une transition qui soit juste et équitable. Je pense que ça questionne en fait fondamentalement ce que c'est que notre société. Et si on regarde, la société d'aujourd'hui est fondée sur le concept du contrat social qui vise à assurer le maximum de bien-être pour un maximum de la population. Aujourd'hui et pas dans le futur. C'est-à-dire que je vais le mettre en opposition avec les religions, par exemple, ou avec les sociétés avant la Renaissance qui visaient la qualité de vie de l'après-vie, donc au paradis, et s'assurer une vie qui soit bonne après. Les sociétés modernes ont décidé de faire table rase de ça et de penser à aujourd'hui. Ça implique que pour maximiser le bien-être, il faut maximiser les flux de matière et d'énergie, donc consommer plus. Et en fait, c'est le moteur de surconsommation qu'on voit aujourd'hui et de la croissance. Et donc, l'objectif, c'est de repenser ça. Le contrat social, je pense qu'il n'est pas à jeter, mais comment est-ce qu'on peut faire un contrat social qui soit écologique, donc assurer une qualité de vie qui soit bonne, de la prospérité pour notre population, sans dépasser les limites planétaires? Cette question-là, elle n'est évidemment pas du tout répondue actuellement, et c'est tout un travail à faire, et je pense que ça prendra plusieurs années pour réussir à trouver une réponse qui soit ancrée localement. Oui, c'est une question philosophique un peu. Oui. Philosophique et politique. Si on revient à Écublanc, le plan climat il a été adopté il y a 2 ans. Quel bilan intermédiaire on peut en tirer ? Tu as raison de poser cette question-là. Il est important de faire des bilans, en fait, pour voir où est-ce que nous en sommes et dans quelle mesure il faut adapter en fait, notre mise en œuvre. Nous avions d'ailleurs écrit dans notre plan climat et convenu lors du passage devant le conseil communal qu'il y aurait de manière régulière des bilans intermédiaires et un bilan final à chaque cycle de mise en œuvre de plan d'action du plan climat. On a décidé avec la municipalité de réaliser un bilan intermédiaire conséquent qui s'inspirait de ce que fait l'Office fédéral de l'environnement pour ses rapports intermédiaires tous les 4 ans, qui se structure en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est quels sont les impacts environnementaux
des changements climatiques au niveau global et à écu blanc, et inversement, quel est l'impact des écus blancs sur le changement climatique et les changements environnementaux. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est vraiment la réalisation du plan climat. Est-ce qu'on atteint nos objectifs ou pas? Et la dernière partie consiste à mesurer les opportunités et les challenges et les défis qui restent encore pour réussir une transition qui soit juste et équitable, comme on parlait juste avant. Et donc, ce bilan intermédiaire montre qu'il y a une transition visible, transition écologique, qu'elle soit au sein de l'administration, mais aussi du territoire. En revanche, ce n'est pas encore suffisant. Sur la plupart des objectifs et des indicateurs que nous avons mesurés, on n'atteint pas vraiment nos objectifs, mais il y a une sorte d'accélération qui se mesure et qu'il va falloir chercher à pousser encore un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des domaines où ça avance mieux et d'autres où c'est plus compliqué ? Oui, absolument, ça se voit assez bien dans les différents indicateurs. On va dire que tout ce qui consiste à faire de l'efficacité, ça va vraiment assez bien. Et tout ce qui consiste à changement de comportement, c'est évidemment plus long. Par l'efficacité, on peut entendre par exemple l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation énergétique. Donc on a des bâtiments qui se rénovent de manière régulière. On est à peu de choses près sur les objectifs fixés à l'horizon 2026-2030. Sur les raccordements au chauffage à distance, on a dépassé les objectifs. Sur la pose de panneaux solaires, on est dans les objectifs à peu près. Et sur les voitures électriques, on est presque aussi au niveau des objectifs. Donc ces questions-là, elles avancent assez bien. Les changements de comportement, ça prend plus de temps. Le fait de changer de voiture thermique pour passer une voiture électrique, là on est bon. Le fait d'abandonner sa voiture pour prendre plus de transport public ou de vélo, là il y a encore une marge de progression importante à faire, par exemple. Merci Stan. On a bien compris du coup les défis et les ambitions des Écus blancs dans la transition écologique. Mais derrière tout ça, il y a aussi des personnes, des convictions, des trajectoires. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de toi maintenant, de ton parcours et de ce qui t'anime au quotidien. Alors si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta prise de conscience écologique ? Ma prise de conscience écologique, elle est assez longue en fait. J'ai pas véritablement un élément déclencheur comme d'autres personnes. J'ai pas une passion spécifique pour la biodiversité ou les écosystèmes marins, mais c'est plus sur un ensemble. Et je pense que sur cette question-là, l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est plutôt des questions sociales, de justice sociale. Enfant, à ne pas comprendre pourquoi il y a de la discrimination, il y a du racisme, du sexisme. C'est quelque chose qui m'a toujours taraudé. J'ai toujours cherché à lutter contre ça, à mon humble niveau. Et puis, ces questions-là ont commencé gentiment à glisser sur des questions plus larges. Si on parle d'éthique environnementale, je parlerai d'anthropocentrisme à pathocentrisme, puis à du biocentrisme, etc. Tu peux développer ? Ces questions d'éthique environnementale posent la question de qu'est-ce qu'on inclut dans notre cercle de considération morale. Donc l'anthropocentrisme, c'est en gros, il n'y a que les humains qui sont importants, qui ont une valeur morale, et le reste du vivant, on s'en fiche, et donc on en fait ce qu'on en veut, on peut les exploiter sans problème. Le pathocentrisme, on retrouve là derrière des questions, par exemple, de véganisme, où on prend conscience que d'autres que les humains, d'autres animaux, ont des relations sociales, sont sensibles, ont des sentiments, etc. Et donc, qu'ils peuvent être intégrés dans nos considérations morales. Donc on ne peut pas leur faire du mal sans avoir une juste raison. La question suivante, c'était du biocentrisme, où là c'est vraiment l'ensemble du vivant, peu importe qu'il y ait une forme de capacité à ressentir les choses ou pas. Et le dernier cadre, c'est l'écocentrisme, beaucoup plus large. Là c'est presque une question spirituelle. Qu'est-ce qu'on inclut dans ce qui a de la valeur pour nous ? On peut prendre par exemple des populations autochtones en Nouvelle-Zélande qui ont réussi à faire intégrer dans la Constitution récemment qu'une rivière était une forme de déesse et qu'elle devait être protégée en tant que rivière parce que ça s'intégrait dans leur cercle de considération. Mais plus proche de nous, on a dans le cadre de la fête des vignerons en 1999, sauf erreur de ma part, où il a fallu couper et arracher des arbres sur la place du marché à Vevey.
Et des personnes se sont attachées aux arbres pendant des jours et des nuits parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse détruire et tuer ces arbres-là. Donc même dans notre cadre et société actuelle et d'ici, il y a une sensibilité à ce qui peut être vivant et qui fait sens dans ce qui est important pour nous. En allemand, on a le concept de Heimat, qui est vraiment notre patrie mère, celle où on se sent bien. Et donc pour toi, l'écologie, c'est vraiment une philosophie. Oui, l'écologie et la durabilité, c'est effectivement une philosophie pour moi, même plutôt un cadre moral. Et donc pour reprendre la question initiale, comment est-ce que a évolué tout ça ? Quand j'ai eu la possibilité de m'émanciper pour la première fois autour des 20 ans, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'acheter du bio. À la fois parce que je voulais limiter mon impact sur l'environnement, mais aussi accompagner les agriculteurs et agricultrices dans cette transition-là. Puis quelques années plus tard, notamment avec les vidéos de L214 sur les abattoirs et les atrocités qu'on faisait vivre aux animaux et qu'on fait toujours vivre, la question de ne plus les manger a été au cœur d'un changement qui s'est déroulé autour de 2014. Alors là, si on veut un déclic, c'est je me retrouve devant le rayon viande d'un supermarché Orange. Et pendant 5 minutes à regarder cet étalage de viande et à ne pas savoir quoi faire. Et simplement, au bout de 5 minutes, me dire, mais en fait, j'achète pas, puis ça arrête très bien comme ça. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai arrêté de manger de la viande. Oui, il y a quand même eu un moment, un instant. Il y a eu un instant T spécifique pour la question des animaux, effectivement. Et comment tu arrives, à partir de cette philosophie qui se met en place gentiment, à travailler dans ce domaine, à en faire ton métier ? En fait, la question du métier, elle a pris du temps pour moi. J'ai effectué ce qu'on appelle une transition professionnelle, où initialement j'avais fait une formation et j'ai été pilote professionnel d'avion. Donc il y a un sacré grand écart entre l'un et l'autre. En fait, toutes ces évolutions de prise de conscience de justice sociale, de justice écologique, de justice environnementale, en fin de compte, m'a accompagné pendant que je faisais autre chose professionnellement. J'étais aussi dans la vente, donc dans la surconsommation. Et puis, vers 2015, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête avec ces dissonances cognitives et que je lie en fait ma manière de penser avec ma manière de travailler. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai réussi à reprendre des études grâce à une bourse cantonale d'études universitaires. Et j'ai refait toutes ces études pendant 5 ans dans des questions de sciences environnementales, d'humanité environnementale et de durabilité. Et durant ces études universitaires, j'ai eu le sentiment, en tout cas en ce qui me concernait, que là où je pouvais avoir un impact le plus important, c'était dans le domaine du public. Donc pas travailler pour une entreprise, mais vraiment pour la population. Que c'est là que je pouvais avoir un rôle pour la justice sociale et climatique. Et donc, du coup, tu as vraiment abandonné ton métier, probablement quand même quelque chose que tu devais aimer. Tu as décidé de l'abandonner, de refaire des études pour vraiment aligner ce que tu faisais avec tes valeurs morales et éthiques. Oui, c'était pas facile au début. Il y a encore aujourd'hui des gens qui me demandent si je ne regrette pas de ne plus voler, par exemple. D'une certaine manière, oui, évidemment. Il y a le plaisir de laisser mes problèmes au sol, de voler au-dessus des nuages, et c'est absolument incroyable, cette focalisation. Mais d'un autre côté, me sentir droit dans mes bottes, aligné avec ce que je pense, et d'avoir un rôle à jouer pour ma société, c'est un peu plus important que mes désirs de voler. Au final, ça t'apporte plus de satisfaction. Effectivement. Comment tu fais pour rester optimiste malgré les mauvaises nouvelles qu'on voit passer au quotidien sur ces sujets ? Je pense que des fois, il faut apprendre à se déconnecter avec sa propre manière. Il y en a pour qui ça va être de partir en forêt, faire des câlins aux arbres, de tout lâcher pendant un certain temps. Moi, c'est ne plus suivre les informations pendant un certain moment. Débrancher l'actu. Exactement. Et puis de faire ce qui me fait plaisir. Comme je suis un touche-à-tout, il y a plein de choses qui me font plaisir. Je fais de la musique, j'écris, j'adore analyser des films
qui sont plus ou moins débiles, peu importe. Juste prendre plaisir avec ce qu'il y a autour de moi. Revoir des amis, m'occuper de mes neveux, voilà. Les petits plaisirs du quotidien pour soigner un peu les angoisses. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas tout qui tourne autour de mon métier. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne, mais d'avoir d'autres passions à côté du métier. Est-ce qu'il y a des personnes ou des projets qui t'inspirent aujourd'hui et que tu aimerais partager avec nous ? Je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est les personnes qui arrivent à mobiliser autour d'elles. On peut prendre un exemple, les aînés du climat. On peut prendre en exemple les grèves des étudiantes et étudiants pour le climat, qui arrivent à fédérer autour d'elles d'autres personnes qui se sentent moins concernées ou qui n'osent pas. Et ça m'apporte beaucoup de positivité. Ouais, c'est inspirant. Très inspirant. Ouais. Stan, c'est le mot de la fin. Comme tu sais, on aime finir sur une note positive. Alors, quelle serait ta plus belle réussite ou ton projet préféré ou une actu encourageante que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui ? Je pense qu'un des projets qui va m'animer encore pendant de nombreuses années, ça va être de réussir à implémenter ce qu'on appelle le cadre du donut à Écublanc. Donc, qui lie ces questions sociales de justice et les questions environnementales. Donc, le bien-être de la population, tout en réduisant nos impacts environnementaux. Bien, merci pour ce partage, Stan. Merci beaucoup pour cet échange. Grâce à toi, on a pu découvrir de l'intérieur comment une commune comme Écublanc agit concrètement pour faire avancer la transition. On voit bien que ce travail local, ancré sur le terrain, c'est une part essentielle du changement. Ça relie les grands enjeux globaux à la vie quotidienne, aux gens, aux lieux qu'on connaît. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode des Échos de la Transition. Il a été coproduit avec Billy Jiménez, qui réalise et diffuse les contenus publiés sur nos réseaux sociaux. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, dans votre commune, avec vos proches, vos collègues, parce que c'est souvent en échangeant qu'on fait grandir les idées. Et comme toujours, un petit mot, une note ou un partage sur votre plateforme d'écoute, c'est une belle façon de soutenir le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, continuez à semer des graines de changement autour de vous. À bientôt!